je ne critique pas les discours de l'effondrement. J'essaie simplement de montrer que ces discours, ils sont prisonniers du paradigme qu'ils dénoncent, puisqu'ils ne mettent pas pour moi en évidence que si ça va très mal dans notre rapport au vivant, c'est tout simplement parce que notre capacité à le penser et à agir avec lui s'est déjà effondrée. Bienvenue, professeur Goury, à ce podcast pour la deuxième fois. Hein. Je suis très honoré de vous recevoir à nouveau. Donc, cette fois-ci, pour parler plutôt de votre dernier ouvrage, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. C'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment fascinant, hein, avec lequel j'ai trouvé voilà, des réponses, en tout cas une clarification sur des questions que je me posais moi-même, et puis bien sûr des choses nouvelles que j'ai pu apprendre. Donc, je recommande à tout un chacun de se le procurer et de le lire. Donc, première question déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? Est-ce qu'il y a un événement particulier ou je sais pas, une motivation particulière à un certain moment, ou est-ce que c'est juste la continuité de ce que vous aviez publié auparavant? Bonsoir et merci de me recevoir de nouveau. Pour répondre à cette question, je vous dirais les deux à la fois. C'est-à-dire que j'étais bien sûr sur la lancée d'une analyse concernant l'effondrement des systèmes de pensée, l'effondrement de ce que Bourdieu appelle l'habitus, c'est-à-dire les dispositions à penser et à agir d'une certaine façon, donc le système symbolique pour appréhender le monde, le rapport à soi-même et le rapport aux autres. Donc, comme vous le savez, ça fait suite à une dizaine d'ouvrages sur cette lancée. Donc, effectivement, j'étais déjà préoccupé de la question de l'effondrement avec, je dirais, aussi une autre remarque. C'est l'idée qui m'est venue, la première d'abord, en termes donc de nécessité quasiment intérieure, c'est d'essayer de penser les discours de l'effondrement auxquels nous assistons aujourd'hui, la collapsologie devenant justement la science transdisciplinaire qui rend compte de l'effondrement de la planète, des menaces, effectivement, qu'elles soient climatiques, écologiques, environnementales, humaines, sociales, politiques, financières, enfin bon, bref. Et ça, quand même, pour le praticien clinicien que je suis, ça ne pouvait pas ne pas m'évoquer Donald Winnicott, c'est-à-dire cette crainte de l'effondrement qu'éprouvent certains patients qui vont, si vous voulez, considérer que le monde va s'effondrer, ou bien qu'il va y avoir une catastrophe, ou bien qu'ils vont mourir de manière imminente. Mais, donc, ils sont dans une attente anxieuse de l'émergence euh, d'un traumatisme. Et si vous voulez, ce que montre la clinique, c'est que bien souvent, ce traumatisme qu'ils craignent dans le futur, il a déjà eu lieu dans le passé. Simplement, il a eu lieu à un moment où ils n'avaient pas les capacités symboliques et psychiques pour l'éprouver. Ils sont ils sont un peu dans cette position qu'évoquait Freud à propos du savoir, du type de savoir. Lorsqu'il dit, bah, par exemple, les garçons de café connaissaient Schopenhauer à Berlin, mais ils ne savaient pas ce qu'était Schopenhauer. Ils ne savaient pas ce que représentait Schopenhauer. Et il en parle, lui, par rapport au savoir concernant justement le deuil. C'est-à-dire, nous savons qui nous avons perdu, mais nous ne savons pas ce que nous avons perdu en perdant cette personne, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons placé à elle, dont il nous faut maintenant impérativement faire le deuil pour vivre. Donc, ça me paraît très important, cette idée que nombre de craintes ou d'appréhensions que l'on peut avoir concernant l'avenir ou le présent immédiat sont, je dirais, des fantômes du passé qui viennent hanter notre conscience, mais sans que nous soyons capables de nous souvenir
n'est-ce pas, de ce qui a provoqué cela. On le voit très bien en pratique clinique, lorsqu'on a des patients qui savent très bien qu'à l'âge de 3 ans, ils ont vu tomber leur grand-père du toit et mourir. Bon. Mais ils ne savent pas que l'angoisse qu'ils ont d'une chute, par exemple, dans une course de montagne, est liée à ce souvenir qu'ils ont, mais qu'ils n'ont pas pu à ce moment-là éprouver, c'est-à-dire qu'il s'est enquisté dans la mémoire sans pouvoir se diluer dans le tissu psychique. Ou bien tel patient qui se souvient très bien de l'accident de voiture qu'il a rencontré à l'âge de 8 ans sur l'autoroute, etc. Mais il n'a pas pris la mesure de ce que cela a provoqué en lui. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où la crainte d'une catastrophe de l'avenir n'est rien d'autre que la projection dans l'avenir d'un traumatisme que nous n'avons pas été en mesure d'éprouver psychiquement et de métaboliser quand il s'est produit au moment où il s'est produit dans le passé. Donc ça me paraît un point très important, et vous savez que d'ailleurs, dans cet ouvrage, j'attache beaucoup d'importance à la temporalité, j'attache beaucoup d'importance au temps, à la mort, enfin, toutes ces questions qui sont d'une certaine manière aujourd'hui sous le boisseau dans le rationalisme utilitarisme de l'Occident, d'une rationalité qui est centrée sur le présentisme, comme disent les historiens comme Hartog, ou l'actualisme, comme disait le philosophe Nicolas Berdyaev. Donc, nous sommes prisonniers de cette conception du temps. Alors, oui, d'une certaine façon, je voulais essayer de rendre compte que ces discours de l'effondrement, bien sûr qu'ils reposent sur des indices objectifs. Bien sûr, vous savez bien qu'aujourd'hui, on s'agite beaucoup autour de la COP, je ne sais plus, c'est 21, concernant le réchauffement climatique. Mais, enfin, il est évident que la planète va mal. Mais comment voulez-vous que la planète aille bien dans la mesure où la crise écologique n'est pour moi que une crise anthropologique, c'est-à-dire une crise de la manière même de penser. Et c'était cela que je voulais montrer. Donc, à la fois, il y a une réalité, tous les signaux sont rouges, extinction des races, des espèces du vivant, réduction de la biodiversité, bien sûr crise sociale, crise économique, crise politique, crise internationale, fake news, etc. Bon, difficulté bien sûr à poursuivre la possibilité d'alimenter en énergie, en nourriture, un certain nombre de populations qui sont dans une misère terrible, les conduisant d'ailleurs à migrer, et du coup, crise migratoire, c'est ça, que l'on dissocie de ce qui a pu la constituer, c'est-à-dire le déséquilibre politique international et bien évidemment la crise écologique qui amène ces populations à chercher, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire humaine, à chercher la nourriture, à chercher les conditions de vie ailleurs que là où ça n'est plus possible. Donc, si vous voulez, ces signaux sont rouges, ils sont incontestables, et je ne critique pas les discours de l'effondrement. J'essaie simplement de montrer que ces discours, ils sont prisonniers du paradigme qu'ils dénoncent, puisqu'ils ne mettent pas pour moi en évidence que si ça va très mal dans notre rapport au vivant, c'est tout simplement parce que notre capacité à le penser et à agir avec lui s'est déjà effondrée. C'est-à-dire que les principes sur lesquels nous sommes toujours sont des principes, si vous voulez, des principes fondateurs des sociétés thermo-industrielles de la deuxième moitié du 19e siècle, à l'Occident notamment, et qu'on continue à penser comme ça. Alors, moi, j'ai donné un exemple au Forum Libération qui a été organisé à Besançon il y a quelques semaines, lorsque j'ai dit, mais comment voulez-vous que nous soyons capables de soigner l'écologie alors que tous les principes dans l'enseignement, l'éducation, la recherche, le soin, c'est la concurrence, la compétition, le moins-disant, c'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, tout ce qui justement est la cause de la destruction de la planète, on va y venir d'ailleurs, produisant l'Anthropocène, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire
du vivant, une géologie de la Terre qui est alignée sur l'humanité, et non pas sur l'ensemble, encore une fois du vivant. Mais comment voulez-vous qu'on puisse soigner la planète alors même que les élèves, on les éduque, n'est-ce pas, dans le souci d'un éloge de la concurrence, de la compétition, des premiers de cordée, de l'exploitation technique du savoir, d'une temporalité limitée aux résultats immédiats. Donc, il y a là une contradiction sur laquelle on reviendra. Donc, pour moi, oui, premier point, c'est la suite de mes travaux pour essayer de montrer que ces discours sur l'effondrement ne sont que les symptômes, je dirais, d'une maladie même dans notre capacité de nous représenter le monde, c'est-à-dire que nous sommes, en quelque sorte, en train de poursuivre une avancée sur un sol qui n'existe plus, le sol qui nous a été légué par justement l'héritage des sociétés thermo-industrielles. Et en même temps, pour répondre à votre question, en même temps, oui, bien évidemment, lorsque j'étais en pleine rédaction de cet ouvrage, vous savez ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à Voine, il y a eu l'émergence du coronavirus, de la Covid-19, et que progressivement, n'est-ce pas, les autres pays ont été touchés. D'ailleurs, comment voulez-vous, à l'heure actuelle, penser que les maladies de l'Anthropocène, que sont les épidémies, notamment, comment pourrait-il s'arrêter à des frontières? Donc il va de soi que, d'une certaine façon, c'est la mondialisation qui favorise les épidémies, on y reviendra, et donc les épidémies, se servant du vecteur de la mondialisation pour s'étendre, se diffuser et se reproduire, on a nous-mêmes été touchés, donc effectivement, on approchait de la catastrophe, on entendait en France tous les responsables tenir des discours de menteurs, de menteurs. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'ait pas été, plus que ça, sanctionné d'avoir tenu des mensonges d'État, comme vous le savez, sur les masques, sur les réactifs des tests, sur les bouteilles d'oxygène, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très grave, et je dirais que, je ne vais pas vous dire que j'avais prévu l'épidémie de Covid, mais en tout cas, l'épidémie de Covid est venue quasi expérimentalement valider nombre d'hypothèses que j'avais pu émettre tout au long de ces travaux et de celui qui était en cours d'écriture, c'est-à-dire le dernier ouvrage dont vous parlez. Et c'est pour ça que je me permets juste d'ajouter qu'il y a un sous-titre qui est très important, c'est l'étrange défaite de nos croyances. L'étrange défaite de nos croyances, c'est un titre que j'ai emprunté à l'historien Marc Bloch lorsqu'il rend compte de la défaite en 1940 de la France. Entre juin et septembre, il écrit donc cet ouvrage. Il était lui-même officier de l'armée française sur le terrain et il fait une analyse extraordinaire. Il montre que ça n'est pas l'armée allemande qui a vaincu l'armée française, mais l'armée française qui était déjà défaite avant même de combattre. Et d'ailleurs, comme vous le savez, elle avait une guerre de retard, elle avait établi une ligne Maginot, pensant pouvoir empêcher les nazis de pénétrer par l'Est. C'est très bête, mais ils sont passés par le Nord. C'est aussi bête que ça. Donc, je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Et là encore, n'est-ce pas, Marc Bloch insiste sur la compétition entre les différents services de renseignement de l'armée, sur la bureaucratie qui étouffait la possibilité de faire le métier de soldat, comme il dit. Et là, c'est très important parce qu'il place, à la manière de Camus, il place l'héroïsme non pas comme un acte exceptionnel, mais comme la poursuite sur le terrain de la tragédie de l'honnêteté de faire son métier, qu'on soit intellectuel, boulanger, journaliste, plombier, agriculteur. Quand on a une honnêteté professionnelle, on la poursuit sur le terrain même de la guerre ou des tragédies. Donc, si vous voulez, les Occidentaux étaient en train de se prémunir du terrorisme. Les crédits, d'ailleurs, avaient été en partie utilisés pour ça. Ils n'ont pas vu arriver le virus qui pourtant avait été signalé dès 2003. C'est la troisième épidémie de bêta-coronavirus en moins de 10 ans. Et dès 2003,
l'OMS avait établi que le microbe qui risquait de tuer l'humanité était très contagieux et peu létal, étant donné que la finalité du microbe n'est rien d'autre que de se reproduire. Si le matériel, si j'ose dire, à partir duquel il se reproduit disparaît, c'est-à-dire s'il y a trop de morts, ben, bien sûr l'épidémie s'éteint. Donc il fallait, encore une fois, qu'il soit très contagieux et peu létal. C'est tout à fait comparable, et ça a été d'ailleurs comparé par un historien des épidémies qui est Patrick Zilberman, ça a été comparé à un incendie. Donc un incendie se développe, il faut qu'il y ait de la matière à brûler. Malheureusement, là, la matière à brûler, c'était l'humain. Et l'humain qui était dans une position, on y reviendra sûrement, mais de vulnérabilité extrême, de par les logiques austéritaires qui avaient été et qui continuent à être d'ailleurs imposées aux hôpitaux français avec 100 000 lits d'hospitalisation fermés, avec un tiers de postes de praticiens hospitaliers, de médecins vacants, avec un non-renouvellement du personnel soignant. Bref, on a vraiment tout fait pour s'offrir au carnage du virus. Heureusement que la recherche nous a donné quelques moyens de lutte contre cette terrible épidémie. Mais on y reviendra sûrement. Les épidémies, elles marquent toujours un changement de civilisation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des transitions épidémiques. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs fois des transitions épidémiques qui se produisent de manière tout à fait concurrente à un changement de nos modes de vie. Par exemple, il va de soi que la première flambée épidémique, elle se produit au néolithique, donc ça remonte déjà à des milliers d'années, lorsque on passe d'une civilisation de chasseurs-cueilleurs, donc nomades, à une humanité sédentarisée. Et à partir de ce moment-là, cette humanité sédentarisée change son mode de vie, vit dans la proximité des animaux domestiques, lesquels vivent dans la proximité des animaux sauvages, et donc les viroses, notamment les zoonoses, se développent et les épidémies se mettent à flamber. Bon. On peut reprendre également le 5e siècle avant Jésus-Christ, la peste à Athènes, si vous voulez, on prend aussi, peu importe, là j'ai pris Athènes, mais on pourrait prendre le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Empire romain, au moment où il y a des guerres, au moment où il y a des extensions territoriales ou, si vous voulez, commerciales, à partir de ce moment-là, les humains bougent avec les marchandises ou bougent avec les armes, et donc à partir de ce moment-là, ils se contaminent et ils diffusent bien sûr les microbes. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce ne sont pas les microbes qui vivent dans un univers humain, ce sont les humains qui vivent dans un univers microbien. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps de le développer, mais il va de soi que ce sont les microbes qui ont sculpté notre patrimoine génétique. Un certain nombre de maladies sont étroitement liées à la confrontation des humains avec les microbes. Alors là, je vous ai pris, bien sûr, la peste à Athènes, je vous ai pris, bien sûr, les guerres, les guerres grecques, mais on peut aussi bien prendre l'Empire romain, bon là aussi on y reviendra sûrement, ce n'est pas un hasard que ce soit au moment justement où l'Empire romain s'est considérablement étendu. Si vous voulez, c'est presque une mondialisation. Je vais peut-être vous trouver d'ailleurs une citation que j'aime beaucoup parce qu'elle est d'un historien qui a beaucoup travaillé sur la chute de l'Empire romain. Et il montre très bien justement comment, il faut que je retrouve la citation parce qu'elle est extrêmement intéressante. La voilà. C'est Kyle Harper. Il a montré dans son analyse de la chute de l'Empire romain comment les progrès même du développement de l'Empire avaient favorisé la croissance des villes qui exposent bien sûr leur population aux maladies infectieuses. Rome, c'était, si vous voulez, un bouillon de culture. C'est pour ça que la peste justinienne, la peste antonine ont flambé de ce côté-là. Il montre l'existence d'un paradoxe qui est très important parce que ça explique
notre situation actuelle. Ce paradoxe, c'est, je le cite, les Romains ont fait l'expérience de ce paradoxe. Ils étaient désespérément pris dans le cercle vicieux de leur marche en avant, avec ses répercussions écologiques malheureuses. Tous les indices pointent en direction d'un empire où planait en permanence sur la population un danger pathogène, malgré et d'une certaine manière à cause du succès de l'économie. À cause des succès de l'économie. Et donc, il nous met en garde, et c'est très intéressant parce que là aussi, on voit bien que les épidémies sont les symptômes d'un ébranlement systémique. Le paradigme pasteurien, le paradigme de Koch, à savoir c'est le microbe qui produit la maladie, c'est fini, c'est mort. Il y a une coévolution du microbe et de l'autre, qu'il s'agisse des bactéries ou qu'il s'agisse du virus. Et là, il écrit par exemple, c'est très intéressant, que l'environnement ait joué un tel rôle dans ce qui fait et défait l'histoire de l'une des civilisations les plus remarquables doit être une source d'inspiration. Rome est presque un miroir et un instrument de mesure. Il précise, l'expérience romaine est bien plus importante en tant qu'épisode d'une histoire en cours, loin d'être le point final d'un ancien monde irrémédiablement perdu. La rencontre romaine avec la nature pourrait constituer le premier acte d'un nouveau drame qui n'est pas terminé. Un monde précocement global où la revanche de la nature commence à se faire sentir malgré l'illusion persistante de la nature. Tout cela pourrait bien avoir un air familier. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors bien sûr, bon, je vous ai pris l'Antiquité, mais on peut prendre aussi quelque chose que vous connaissez, c'est le XVe siècle, le XVIe siècle, au moment de la colonisation. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Espagnols ou les Portugais qui ont fait disparaître les peuples amérindiens, ce sont les maladies qu'ils ont exportées. Et là, on voit bien d'ailleurs ce rôle géopolitique des maladies. Puisque en Afrique, par exemple, c'est l'inverse. En Afrique, la population africaine a parfois été préservée des invasions coloniales, Afrique noire notamment, parce que immunisée contre un certain nombre de microbes ou de virus ou de bactéries, là où les colons européens étaient beaucoup plus fragiles. Oui, c'est un rôle très très important. Le 19e siècle, on y viendra, et après je reste là, le 19e siècle, on sait bien qu'il faut beaucoup plus de temps pour un virus ou une bactérie, n'est-ce pas, pour se transporter d'Europe aux États-Unis lorsque on est avec des bateaux à voile. Mais lorsqu'on a des bateaux à vapeur, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que là où le choléra mettait plusieurs mois avant d'atteindre New York, en 1842, 1848, ça va être quelques semaines. Donc vous imaginez aujourd'hui au New York et à 6 heures, 8 heures de portée de Paris, nous sommes là dans, encore une fois, quelque chose qui est très, très, très important par rapport à mes travaux, qu'avait remarqué Charles Nicolle, un des premiers fondateurs de la microbiologie des infections, c'est que ce que nous apprennent justement les infections, c'est que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, solidaires de nos semblables et même solidaires, dit-il, des animaux, quel que soit notre amour ou notre indifférence à l'égard des animaux. Justement, c'est là où se révèle cette interdépendance du vivant. C'est au moment des épidémies. Nous sommes frères, dit Charles Nicolle. Et donc, vous voyez, c'est ce qui s'est produit aussi en 1918 avec la grippe espagnole, qui est vraisemblablement quelque chose de comparable, encore une fois, soit à la grippe H1N1, soit au bêta-coronavirus. Donc, on a déjà ces exemples. Et là, on ne pouvait pas dire on n'est pas prêt, ça n'est pas vrai. On nous a désarmés. Non seulement, n'est-ce pas, les États-nations ne nous ont pas armés pour faire face à cette épidémie, mais ils nous ont désarmés. Ils nous ont désarmés au niveau des hôpitaux et ils nous ont désarmés au niveau des protections sociales et sanitaires qui auraient dû accompagner la globalisation commerciale et économique. Donc, vous voyez, c'est ce point qui me paraît extrêmement important et qui fait le lien, puisque qu'est-ce que c'est finalement ce dont je parle? C'est le traumatisme qu'a pu constituer l'épidémie.
Pourquoi cette épidémie a traumatisé la planète? Pas parce que le coronavirus est plus méchant que Ebola ou plus méchant que bien d'autres virus auxquels nous avons dû faire face, mais, mais parce que nous n'avons pas été préparés, alors que nous savions au moins, on y reviendra, depuis 1996-1997, nous savions que le danger, c'est Bill Clinton qui l'a dit, vous voyez, c'est pas un gauchiste, Bill Clinton. Il a dit lui-même, le danger, ce ne sera pas le nucléaire, le danger, ce sera le bioterrorisme et les maladies infectieuses. Et ça, c'est très, très important. En 1960, le directeur de l'OMS dit le chapitre des maladies infectieuses est clos. 20 ans plus tard, il va dire le chapitre des maladies infectieuses est ouvert. C'est-à-dire, on le savait et on a eu la grippe de 2009, H1N1, on a eu plein de maladies infectieuses. Puis on oublie aussi que les maladies infectieuses dont on ne parle pas parce que ça ne touche pas l'Europe ou ça ne touche pas les États-Unis, comme Ebola. Mais ça fait des ravages, vous le savez, n'est-ce pas, ça fait, certaines parasitoses, ça fait des ravages en Afrique. Et ça, on le sait. Donc, qu'est-ce que c'est un traumatisme? Le psychanalyste que je suis peut vous dire que la névrose traumatique, elle ne se produit pas seulement eu égard à l'intensité du choc de l'environnement, mais elle se produit parce que le sujet qui est atteint à un moment donné ne s'est pas préparé à ce choc. L'angoisse a là, et la peur ont là une fonction défensive de faire face, encore une fois, au danger et au choc de l'environnement. Les névroses traumatiques, avec angoisse, tremblement, sueur, cauchemar, nombre de névroses traumatiques liées à des attentats, liées à des guerres, liées à des accidents, etc., liées à des catastrophes, que ce soit le tsunami, les inondations, etc. Parfois, la personne qui est traumatisée, ce n'est pas celle qui a été la plus atteinte dans son corps, mais c'est celle qui était la moins préparée à faire face à ce trauma, c'est-à-dire à cette blessure, puisque étymologiquement, trauma, c'est la blessure. Donc, nous n'avons pas été préparés à ces traumas, alors que nous savions depuis au moins un quart de siècle qu'ils se produiraient, et d'ailleurs d'autres se produiront si on ne fait rien. Dans la prochaine partie, je pense que nous sommes toujours éclairés par la lumière d'Astromore, c'est-à-dire les principes fondateurs des sociétés thermo-industrielles qui se sont développées comme une nouvelle forme de civilisation dans la deuxième moitié du 19e et qui peut être résumé par un adage qui est celui de l'exposition universelle de Chicago en 1933. La science trouve, l'industrie applique, l'homme s'adapte.